Bienvenue dans Capsule, le concentré d'expertise dédié à la gestion de fortune en Suisse. L'impact investing est au cœur d'une série de vidéos thématiques diffusées sur Sphère TV. Comment la finance durable peut-elle avoir et un impact sur l'économie réelle et un impact sur la rentabilité des portefeuilles? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Dantine, directeur général de l'Enterprise for Society Center, I4S, une joint venture entre l'UNIL HEC, IMD et le PFL. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame, merci. L'exclusion par les investisseurs des entreprises répréhensibles doit être une stratégie de dernier recours, selon la conclusion de votre récente étude. Or, elle est pourtant appliquée à 64% des portefeuilles durables suisses. Pour quel impact ? Ce que notre étude suggère, c'est que l'impact était minime. Les cas où l'exclusion aura un impact sur l'entreprise, sur l'économie réelle, sont extrêmement rares. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas exclure dans certaines situations, mais la première approche, le premier chemin à prendre est autre que celui de l'exclusion. Malheureusement, il y a eu, je pense, dès le début, une espèce de méconception de la réalité, qui est que beaucoup d'observateurs ont l'impression, quand je vous achète une action, ExxonMobil, par exemple, pour en prendre un cas particulier, je vous achète l'action ExxonMobil, je finance ExxonMobil, ce qui n'est évidemment pas le cas, je vous finance vous. Et donc, on voit qu'il y a une erreur de conception qui a poussé les observateurs extérieurs, les journalistes, les activistes à aller dans la direction d'exclusion. Au bout du compte, au bout d'un certain nombre d'années, on voit que ça ne fonctionne pas, en conformité d'ailleurs avec l'intuition. Et encore une fois, ça ne veut pas dire pour ça que dans certains cas, il ne faut pas garder l'exclusion comme dernier recours. Notamment, la menace d'exclusion doit être utile, peut être utile, et s'il y a menace pour qu'elle soit crédible, il faut de temps en temps qu'il y ait exclusion. Mais la première chose à faire, c'est de faire autre chose. C'est ça, parce qu'on peut financer aussi une transition. ExxonMobil en transition, par exemple. Alors, par exemple, ça c'est la première chose, c'est que quand on détient une action, on est propriétaire. En tant que propriétaire, on a des droits. Et faire valoir ces droits, soit directement en votant dans les assemblées, soit en s'engageant à travers un consortium, a bien plus de chances d'avoir un impact sur ExxonMobil qu'en vendant leur action à la bourse, sur le marché secondaire. Mais que suggérez-vous comme analyse ESG peut-être plus poussée, plus dynamique, en préalable à une éventuelle décision d'exclusion, justement ? Il faut regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes tous potentiellement des exclus, dans le sens que nous polluons tous en termes de CO2, les entreprises aussi. Donc, simplement classer les entreprises en fonction de leur situation telle qu'elle est aujourd'hui en matière de CO2 n'est en soi déjà pas satisfaisant. L'important, c'est de regarder quelle est la stratégie de cette entreprise pour être ce que nous voulons tous être, net zéro CO2 en 2050, voire plus tôt, et puis de savoir si cette stratégie est crédible, voir comment on peut l'accompagner. Si elle n'est pas satisfaisante, comment on peut l'influencer. Et ça, c'est le rôle des propriétaires de ces entreprises que nous sommes tous en tant qu'actionnaires. Et à votre avis, l'empreinte carbone est-elle une mesure appropriée d'un portefeuille ? Alors, la conclusion de cette observation, que l'exclusion n'est pas la bonne solution, n'est pas en tout cas la solution préférable de très loin, c'est que l'empreinte carbone est un mauvais indicateur. L'empreinte carbone regarde quelle est la marque carbone de chacun des titres en portefeuille, et typiquement, elle va diminuer si j'exclus les gros pollueurs. Et donc, la notion d'empreinte carbone est extrêmement contre-indiquée, je dirais, dans cette perspective-là. Et je trouve en particulier que si on veut vraiment regarder la qualité écologique d'un portefeuille, il faut vraiment creuser beaucoup plus que ce que l'on fait typiquement. Semaine après semaine, on a des études qui parlent de greenwashing. Et c'est typiquement ces études qui parlent de greenwashing parce qu'il y a des titres qu'ils auraient voulu voir exclus qui ne sont pas exclus. Mais c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus analytique, aller beaucoup plus au fond des choses. Et la solution facile de regarder l'empreinte carbone est en fait une solution inadéquate. Elle est de premier recours, elle devrait être de dernier recours. Mais au lieu de juger la durabilité d'un portefeuille par son score ESG ou par son empreinte carbone actuelle, on vient de le dire, ne serait-il pas plus judicieux de considérer finalement les dispositions d'entreprise à changer l'économie de demain ? Mais comment ? Alors, encore une fois, en jouant son rôle de propriétaire et de propriétaire responsable, je suis
copropriétaire, bien sûr, d'une entreprise, et je regarde quelles sont les intentions de cette entreprise, quelles sont ses stratégies, comment son parcours, sa trajectoire est en conformité ou ne l'est pas avec cet objectif de net zéro en 2050. Et je pourrais aller plus loin, je parle ici de E, de ESG, je pense que la partie S et la partie G sont aussi importantes. Enfin, simplifions pour l'instant. Et donc, oui, c'est une vision dynamique et non pas statique, prospective et non pas rétroactive, regardant vers le passé ou le statut actuel. Et c'est une approche, certes, qui demande plus d'efforts, plus de recherche, qui donne un peu plus de place aux intermédiaires. Hein, la vision d'une approche d'investissement purement passive, évidemment, n'est pas en conformité avec cela. Il faut qu'il y ait des gens qui nous aident. Une gestion active. Une gestion active. Et voilà, mais ça, si on veut que la finance joue son rôle, c'est cela qu'il faut faire. Je veux dire, la notion d'exclusion conduit à ces accusations de greenwashing, mais dans un contexte où la finance n'aura aucun impact sur l'économie réelle. Ce n'est pas ce que nous voulons. C'est vraiment ça le message. Les portefeuilles ESG employant les stratégies d'exclusion n'ont-ils pas eu, malgré tout, ces dernières années, une performance au moins aussi bonne que les portefeuilles traditionnels ? Écoutez, il y a 3 éléments à considérer quand on regarde la rentabilité. Le premier, c'est que souvent, quand on fait un bon portefeuille ESG, on exclut les énergies fossiles. Et on exclut les gros pollueurs, peut-être les cimentiers et les aciéries. Dans la réalité, c'est que ça a très bien fonctionné en 2019 et en 2020, parce que le prix du pétrole était extrêmement bas. Et puis, comme on le sait très bien, ça retourne complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les pétroliers qui flambent. Et donc, là, on a un handicap. Donc, première observation, c'est que si on veut faire du ESG à travers de l'exclusion, on risque de changer précisément les facteurs de risque de notre portefeuille. Donc, les qualités risquées de notre portefeuille. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut déjà faire très attention en soi. Hein. Et ça conduit à des évaluations, comme on l'a vu justement après les énergies fossiles, qui peuvent être totalement faussées et totalement temporaires. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est qu'il y a évidemment un effet momentum en faveur des actions qui entrent de manière confortable dans un portefeuille ESG. C'est un momentum, parce que voilà, si tout le monde s'y précipite, ça tente à augmenter les prix, donc c'est positif pour les rentabilités. On a bénéficié de cela également dans le passé et probablement encore aujourd'hui. Mais le troisième élément est en contradiction avec celui-là. Le troisième élément, c'est que, au fond, le but recherché, c'est de rendre le coût du capital plus cher pour les mauvais élèves que pour les bons. On veut les pénaliser. Mais le coût du capital, c'est le rendement sur l'action, c'est le return on equity. Donc, si on arrive à ce but-là, le return on equity des mauvais élèves va être meilleur. Et donc, on voit qu'au-delà de cet effet momentum, qui par définition devrait être temporaire, on va avoir un handicap à avoir un portefeuille ESG à travers des mécanismes d'exclusion, et on aurait plutôt tendance à dire que ces portefeuilles-là auront une pénalité en termes de rentabilité. Cet effet de momentum en faveur des bons élèves pourra-t-il persister indéfiniment, vous pensez ? Alors, je crois que là, c'est typiquement ces effets de momentum, par définition, sont temporaires. Maintenant, combien de temps est-ce qu'ils vont durer ? C'est assez difficile à dire. C'est difficile à dire. À mon avis, si le message passe que ce n'est pas à travers l'exclusion qu'on va arriver à l'objectif, ben, cet effet momentum va également être diminué, être affaibli. Mais on peut gagner par ailleurs. Hein, on peut gagner par ailleurs, notamment en choisissant les titres qui ont de bonnes perspectives par rapport à la transition écologique. Les investisseurs responsables, à votre avis, sont-ils prêts à assumer les conséquences financières de leurs convictions ? Ça, difficile à dire ex ante, mais je crois en tout cas c'est qu'il ne faut pas les tromper. Je veux dire, si on leur dit non, vous pouvez le faire, et puis ça ne va rien vous coûter, et vous le faites, et puis s'ils sont déçus, ils s'aperçoivent on va pas arriver au but. Donc je crois qu'il faut être franc sur ces observations qu'on peut faire, qui est qu'il y a un handicap à être un ESG conforme, en tout cas si on travaille à travers l'exclusion. Parce qu'on va exclure des titres qui pourraient avoir en fait une rentabilité meilleure. Maintenant, d'un autre côté, il est clair qu'on
on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas des événements comme ceux qu'on a vécu en 2019-2020. La flambée du pétrole, maintenant, elle va dans une direction, elle va peut-être retourner dans une autre direction. Donc il y a des effets contraires, donc il n'y a pas de garantie. Mais je crois que c'est important, c'est d'avoir un message clair. En soi, il y a un certain handicap, l'effet momentum, on peut en profiter. Peut-être aussi, et ça je ne l'ai pas encore dit jusqu'à présent, c'est le fait qu'évidemment, il y a des risques liés à être non ESG conforme, c'est-à-dire il y a des risques liés à ne pas investir dans une perspective qui est celle de la société de ce net zéro 2050. Ces risques sont très difficiles à évaluer, il n'est pas clair qu'ils sont bien pricés par le marché, et donc on a aussi une autre dimension qui est la dimension risque. Il y a certains risques desquels on s'isole, et c'est peut-être une bonne chose pour le portefeuille. Mais encore une fois, à mon avis, ce qu'il faut, c'est de la transparence dans ce domaine. Et il n'est pas garanti qu'en faisant le bien, on va avoir des rentabilités supérieures. Il n'y a pas de garantie. Merci infiniment, Monsieur Danty, en tout cas, d'avoir pris le temps de venir nous voir dans Capsule, pour cet éclairage très instructif, et surtout pour votre encouragement à changer l'économie de demain. Merci. Merci également à notre public de s'être joint à nous sur Sphère TV.